Bonjour, bon après-midi, bonsoir, chers Sanghas du village des Pruniers international. Nous ne sommes pas uniquement les personnes qui sont dans la salle de méditation en train d'écouter, mais il y a également de nombreux amis partout dans le monde qui en ce moment, partout dans le monde, regardent cet enseignement. Ce matin, alors que je me rendais vers le hameau du bas, je voyais que la nature est en train de changer, qu'elle se couvre. Et je pense que nous avons la chance de prendre refuge 3 mois ensemble. C'est aussi une occasion pour nous de prendre refuge et de relâcher différentes choses dont nous n'avons plus besoin, que nous emportons avec nous depuis des années. Peut-être que nous ne sommes pas capables de nous libérer d'une seule traite, mais peut-être plus progressivement. Et peut-être que au cours des 3 mois, nous nous sentons de plus en plus légers, légères et davantage chez nous, dans notre corps et au village des Pruniers, ou chez nous ou partout ailleurs. Et dans ce processus de délestage, j'ai pu observer différentes choses au niveau de tout ce que je porte. Et je me souviens que, alors que j'étais jeune novice, j'ai été d'abord ordonnée au hameau du bas. J'étais ordonnée au hameau du bas et un jour, Sœur Chankong nous a demandé de venir. Thai a demandé que nous nous rassemblions tous ce soir à l'ermitage, c'est-à-dire la cabane où résidait Thai. Et c'est très rare que Thai nous demande cela. D'habitude, on se rassemblait plutôt le matin pendant les journées de pleine conscience ou l'après-midi s'il y avait des célébrations, comme l'anniversaire de Thai par exemple. Mais là, c'était le soir. Et donc, on s'est dit que c'était quelque chose de très spécial. Et donc, nous nous sommes tous rassemblés dans l'endroit où il prend refuge. Et à ce moment-là, la Sangha était beaucoup plus petite et nous étions tous dans la même pièce. Et on a partagé avec Thai ce qui s'est passé pendant la journée. Il nous a dit qu'il avait fait des traductions, qu'il avait ramassé des fleurs. Et il nous a montré les fleurs qu'il avait ramassées pendant la journée. Et est-ce que vous pouvez deviner ce qui c'était, cette fleur? C'était des myosotis. En anglais, on dit « ne m'oublie pas ». Forget me not, le nom de la fleur, ne m'oublie pas. Et il nous a dit, Thai nous a dit, je veux vous offrir à chacune une fleur. Je ne veux pas vous offrir la fleur ne m'oublie pas, mais plutôt une fleur ne t'oublie pas. Et c'était très émouvant d'entendre Thai nous dire cela. Il nous a dit, peu importe la quantité de travail que vous faites, que vous le fassiez pour Thai ou pour la Sangha, ça n'a pas d'importance, mais ne vous oubliez pas. Cela veut dire que nous devons nous rappeler la pratique et ne pas nous laisser emporter par le travail, par nos projets. Et je pense que ce jour-là, quand Thai marchait, il a compris quelque chose. Et ce soir-là, il nous a dit que tout ce que nous cherchons, nous pensons toujours que c'est à l'extérieur, que c'est ailleurs. Nous cherchons, nous courons, mais en réalité, ce que nous cherchons, c'est toujours face à nous. Et donc, ce jour-là, quand Thai marchait, il marchait sur les feuilles séchées et il écoutait le son des feuilles de bambou séchées. Et il a compris que tout était face à lui.
Et c'est comme cela que nous avons hérité de cette belle calligraphie qu'il nous a offerte. C'est cela. Et je me suis souvenu de cela très longtemps. Et aujourd'hui, nous avons une journée que nous appelons journée de pleine conscience. Nous ne l'appelons pas journée de rassemblement, mais journée de pleine conscience. Et une journée de pleine conscience, elle s'organise de façon à ce que nous nous souvenions que nous avons cette fleur, ne t'oublie pas. Parce que quand nous nous rassemblons tous ensemble, nous générons l'énergie de pleine conscience, l'énergie de calme, l'énergie de concentration et l'énergie de joie. Et avant, par le passé, au village des Pruniers, si nous étions en retard aux journées de pleine conscience, que nous arrivions au moment de la marche méditative, nous n'entendions rien. Il n'y avait pas de bruit au hameau du bas, au hameau du haut. Nous nous garions dans le hameau et nous n'entendions rien. C'est très calme. Et donc peut-être que nous pensons que nous sommes arrivés dans le mauvais hameau. Nous sommes trompés du hameau. Mais en fait, en entrant dans le hameau, alors on peut voir plusieurs centaines de personnes marcher avec taille en marche méditative, générant une grande énergie de calme, de sérénité. Et donc en arrivant, nous pouvons sentir que nous sommes chez nous directement au jour de pleine conscience. En effet, après l'enseignement, la cloche était invitée et c'est Tai qui menait la marche. Et quand Tai marchait, tout le monde suivait Tai. Et nous générons tous ensemble une énergie très puissante, de sorte que partout ailleurs dans le hameau, on n'entendait absolument aucun son, juste le bruit de nos pas. Et je voudrais partager cela avec vous, parce que peut-être que beaucoup de personnes parmi nous n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer Tai, et donc vous ne savez peut-être pas ce qu'était l'énergie d'une pleine conscience, d'une journée de pleine conscience par le passé. Actuellement, il y a beaucoup plus de personnes qui participent au jour de pleine conscience et il y a aussi des personnes qui viennent pour 1 semaine ou 2 semaines, voire 3 mois pour séjourner parmi nous. Et donc en arrivant au village, on reçoit une orientation quant à la façon de pratiquer la pleine conscience dans notre vie quotidienne. Et quand nous nous rassemblons tous ensemble, nous voyons beaucoup de personnes que parfois nous n'avons plus vues depuis longtemps, des amis avec lesquels nous aimons parler. Et parfois, d'une certaine façon, ainsi, nous nous laissons entraîner dans notre oubli. Et pendant la marche, nous voyons des personnes marcher, nous entendons aussi parfois des personnes boire le thé, ou parler, ou faire d'autres choses, mais qui ne marchent pas. Le programme de la journée de pleine conscience est conçu de façon à nous aider à revenir et prendre soin de nos fleurs, ne t'oublie pas. Et si nous ne prenons pas soin de cette fleur, on risque de se laisser entraîner par les conversations, et parfois par nos souffrances aussi. La journée de pleine conscience, elle est là pour que nous puissions cultiver tous ensemble l'énergie de pleine conscience, pour soutenir, embrasser et guérir chacun d'entre nous. Et c'est très différent d'une énergie qui règne sur le marché aux puces, par exemple. Quand nous allons au marché aux puces, nous entendons des gens parler et marchander. Donc c'est une énergie qui disperse. Nous y allons tous avec des intentions différentes. Et par contre, les journées de pleine conscience, nous avons cette énergie collective parce que nous avons une intention similaire qui est de cultiver la pleine conscience durant la journée. La pleine conscience est quelque chose qui est assez facile de pratiquer, mais qui est très difficile à
à se rappeler. Et donc nous avons un programme et ce programme nous permet de couler ensemble, d'avancer ensemble pour pouvoir prendre soin de notre fleur. Le thème de notre retraite des 3 mois, c'est le bouddhisme engagé et appliqué. Et donc une journée de pleine conscience est un exemple très concret de bouddhisme appliqué. La façon dont nous asseyons, dont nous marchons, dont nous mangeons, la façon dont nous parlons. Tout cela peut irradier l'énergie de pleine conscience. Et quand nous sommes donc pleinement conscients, présents, nous sommes le dharma vivant. Le dharma, ce n'est pas uniquement l'enseignement oral, mais c'est aussi l'enseignement vivant. Et quand nous entendons la cloche pour la marche méditative, c'est le moment pour nous de terminer notre conversation et de nous diriger lentement vers le lieu de rassemblement pour pouvoir marcher ensemble. Au plus nous séjournons au village des pruniers, au plus nous avons tendance à tomber dans la routine des journées. Et donc parfois, la pleine conscience est quelque chose que nous connaissons sur le plan intellectuel, mais que nous ne générons plus suffisamment. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire, les conversations, les traumas, des souvenirs du passé. Tout cela peut très facilement nous ramener vers le passé ou nous emmener dans le futur. Et beaucoup d'entre nous, quand nous sommes seuls, nous nous rendons compte que nous pensons parfois qu'il est plus facile de nous concentrer sur nos pas quand nous sommes seuls que dans la sangha. Mais si notre pratique n'est pas suffisamment solide, nous nous laisserons entraîner par notre esprit. Et c'est pour cela que la pratique de la méditation en sangha est importante, parce que nous pouvons nous soutenir l'un l'autre. Et merci de pouvoir inviter la cloche toutes les 15 minutes durant cet enseignement pour que les traducteurs puissent avoir l'occasion de respirer, de boire de l'eau. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole juste et du chemin octuple. Sœur Chanduk nous a parlé de la pensée juste. Et si vous n'avez pas encore regardé cet enseignement, vous pouvez le trouver sur YouTube. Vous pouvez le visionner ou le revisionner. Comme ça, je ne vais pas répéter ce qu'est la pensée juste. Et après la pensée juste, nous avons la parole juste. Notre maître Thaï était un maître assez éloquent dans la façon d'utiliser la parole juste. Après ses enseignements, à travers ses enseignements, il pouvait toujours élever ses élèves à travers ses mots, grâce à ses mots. Et bien souvent, j'ai observé qu'à chaque fois qu'il nous demandait de faire quelque chose, nous étions heureux et en même temps, nous le faisions avec tout notre cœur. Et je peux voir à quel point Thaï a ce pouvoir de l'écoute profonde et ce pouvoir de la parole juste. Il pouvait motiver et inspirer les gens. Il disait qu'il n'était pas là pour nous dire ce qu'il fallait faire, mais qu'il était là pour nous inspirer. Et sa façon dont il nous inspirait, c'était par la parole juste. Et parfois même, quand il devait réprimander quelqu'un, ou moi, il le faisait avec des paroles
qui nous permettait de voir que nous avions de l'espace d'amélioration. Et nous nous sentions pas mal, je me sentais pas mal d'avoir été malhabile ou d'avoir manqué de pleine conscience. Il nous faisait passer le message qu'il voulait nous communiquer avec beaucoup d'amour et beaucoup de bonté. Il était très conscient de son choix de mots et de son intention. Et c'est pour cela que quand il nous donnait son message, quand il nous communiquait son message, c'était toujours très, très clair et c'était très facile à retenir pour nous, à recevoir. Nous avions beaucoup de gratitude. Il avait ce pouvoir de pouvoir nous inspirer et nous permettre de nous regarder plus clairement. Même s'il nous réprimandait, et il parlait toujours de façon très douce. Et donc, c'est arrivé une fois que je n'étais pas assez consciente et je n'ai pas entendu qu'il critiquait. Il parlait de façon très calme, mais après plusieurs années et avoir été rappelé à l'ordre plusieurs fois, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, il me réprimandait. Et à présent, la Sangha monastique, nous sommes en train de pratiquer l'éclairage. C'est une pratique de parole aimante. Nous recevons tous un éclairage, la vision profonde de la Sangha qui éclaire notre pratique et notre façon d'être. Et par le passé, quand on me complimentait ou qu'on me critiquait, soit je me sentais particulièrement heureuse ou très mauvaise. Si on me critiquait, je me sentais vraiment mal. Mais avec la pratique de l'éclairage, d'année en année, je peux voir que je grandis. Peut-être pas très vite, je suis lente, mais je grandis. Et c'est une pratique magnifique qui nous aide à grandir et qui nous aide à voir notre potentiel, notre force, mais aussi les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. Donc la Sangha nous aide à nous voir. C'est comme s'il y avait 60 lumières qui étaient allumées. Quand il y a 60 personnes, c'est comme 60 flashs. C'est très lumineux pour nous permettre de voir. Et je vois vraiment que l'intention est de nous aider à nous améliorer et de comprendre, de percevoir nos potentiels. Parfois, les paroles ne sont pas extrêmement adroites, mais nous comprenons que l'intention est bonne. Parfois, nous avons des difficultés à accepter ce que l'on nous dit, mais quelques jours plus tard, ou quelques semaines, ou mois plus tard, alors nous pourrons vraiment recevoir cet éclairage et réfléchir, observer notre façon de pratiquer. Et nous pouvons dire, ok, parfois il y a des perceptions. Nous devons aussi pratiquer avec les perceptions chaque jour. Et donc la parole juste, peut-être que nous allons d'abord aborder le premier aspect de la parole juste qui est de parler en vérité. Quand nous parlons de la parole juste, nous mentionnons souvent le 4e entraînement sur la parole juste et l'écoute profonde. Et nous pouvons dire que les mots inspirent l'espoir, la confiance et la joie en chacun d'entre nous. Mais les mots peuvent aussi nous éloigner, nous enfoncer. Alors comment savoir ce qui est une parole juste ou ce qui est une parole erronée ou qui n'est pas juste? Nous pouvons aussi parler de la pensée juste, parce que c'est la pensée qui va nous induire des actes et des paroles.
Nous pouvons choisir les mots. C'est pour cela que durant notre journée de pleine conscience, nous sommes aidés dans la génération de l'énergie de pleine conscience. Mais parfois, nous ne sommes pas capables de parler avec conscience et c'est pour cela que nous devons nous entraîner. Et chaque semaine, nous avons 2 journées de pleine conscience. Puis nous avons des rencontres, nous avons des éclairages, nous avons des soirées de joyeusement ensemble, nous avons beaucoup d'occasions d'être ensemble et ce qui multiplie les occasions de nous écouter, de parler. Et pour parler avec pleine conscience, nous devons aussi être capables de reconnaître les perceptions que nous avons. Les perceptions, une perception, c'est quelque chose qui est très vaste, c'est un vaste sujet. Et aujourd'hui, je peux juste mentionner quelques-uns des aspects de ce qu'est la perception, ce que sont les perceptions. Il y a 3 façons, 3 modalités de perception. Il y a la perception directe. Et la perception directe n'est pas toujours correcte. Elle peut être erronée. Au printemps dernier, nous sommes allés en Italie pour une retraite et un matin, je me suis réveillée et il y avait un son comme si quelqu'un était en train d'écraser une bouteille de plastique. Mais je dis, mais pourquoi est-ce que cette personne fait autant, écrase les bouteilles là maintenant, si tôt ce matin? En principe, quand on en écrase une, ça dure quelques secondes, mais ça a duré, c'est grave, grave. C'était un bruit qui durait et ma perception, c'était, ok, c'est le bruit d'une bouteille de plastique qu'on écrase. Mais environ 45-50 secondes plus tard, j'ai senti une odeur de café. Et en effet, il y a quelqu'un qui était en train de moudre des grains de café à la main. Et c'est pour cela qu'il y avait ce parfum. Et donc ça, c'est la perception directe, quelque chose que l'on sent. Ma pensée n'était pas juste. La deuxième sorte de perception, c'est la comparaison. On compare souvent une chose avec une autre, ou bien nous rappelons des souvenirs du passé. Cette seconde modalité de perception peut être correcte, juste ou erronée. Durant cette même retraite, au printemps, il y a un frère un de nos frères devait guider la marche, une randonnée. Et nous étions en montagne. C'était très agréable, nous étions en montagne. Et nous descendions. Et puis à un certain moment, nous sommes rentrés dans une ville avec énormément de trafic. Nous n'étions pas sur des chemins de montagne, on s'est retrouvés vraiment sur l'avenue principale de la ville. C'était presque une autoroute, c'était une avenue. Et nous étions vraiment en grande insécurité à cause du trafic et de la pollution des voitures. Et donc je marchais et je pensais, mais je me dis, mais pourquoi est-ce que ce frère aîné nous mène ici et ils sont 2 à nous guider et dans mon esprit, je me disais, mais en fait, ils n'ont pas communiqué tous les 2 ensemble. Et c'est pour cela que nous ne marchons pas sur le chemin qui était prévu, le chemin correct. Et quand je suis vraiment sûre de ma perception, alors je vais appeler les frères aînés. Donc je suis allée voir le frère, j'étais sûre de ma perception et je dis, oh mais je pensais que tu allais soutenir ton plus jeune frère qui nous guide là maintenant. Ça, c'est si je suis vraiment sûre de ma perception. Si je suis vraiment sûre, je vais lui parler comme ça. Mais comme j'ai appris à ne pas toujours croire mes perceptions, je me suis donné le bénéfice du doute. Et je l'ai approché différemment. Et je lui ai demandé, frère, est-ce que vous avez tous les 2 abordé la question du chemin pour aujourd'hui? Est-ce que nous avons un plan bis? Et il nous a dit oui. Il m'a dit oui, nous avons parlé. Mais notre jeune frère a vraiment insisté sur ce chemin-ci. Il nous a dit oui, c'est le chemin que nous devons prendre. Et c'est là que nous sommes. Et donc nous avons dû traverser l'avenue
plutôt que les chemins. Et quand j'ai questionné mon frère, il a eu l'occasion de m'expliquer qu'il avait effectivement consulté son jeune frère, qui lui avait conseillé un autre chemin, mais que le jeune frère lui a dit « Crois-moi, fais-moi confiance ». Et donc parfois, nous devons laisser nos frères et sœurs, nos enfants, nos partenaires, nos amis faire leurs propres erreurs et apprendre au départ de leurs erreurs. Bien sûr, on peut éviter cela, mais parfois il faut les traverser pour apprendre l'enseignement. Et puis il y a la troisième modalité des perceptions, c'est les perceptions erronées. Ce n'est pas correct. Il y a une très petite possibilité que ce soit juste. Et toutes les histoires que je peux vous raconter viennent de retraite. Donc ici aussi, l'exemple que je peux vous donner, c'est nous étions dans une retraite en Australie et il y a un pratiquant laïque qui nous a gentiment offert de nous emmener en voiture jusqu'à la retraite. Et donc nous avons été à bord de cette voiture et la belle-mère s'est mise à parler directement. Et j'étais très heureuse du repas qu'il nous a offert et j'étais un peu endormie. Et je me suis dit, oh, je vais faire ma sieste dans la voiture. Mais les conversations continuaient pendant une demi-heure. Ça faisait déjà une demi-heure que cette dame parlait. Et je me suis dit, mais si au moins elle pouvait s'arrêter de parler 10 minutes, alors je pourrais vraiment faire ma sieste. C'est ce que je me suis dit. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Et on était coincés dans le trafic environ 2 heures. C'était la période des vacances et tout le monde voulait aller à la plage, donc il y avait du trafic. Et une fois que nous sommes sortis de la voiture, la belle-mère a dit « Mon beau-fils dort d'habitude directement si on ne parle pas. » Et c'était lui qui était au volant. Et donc, en entendant cela, je me suis dit « Waouh, ok, mon égoïsme, c'est quelque chose que je dois observer, avec lequel je dois pratiquer et pas laisser mes pensées me diriger vers des fausses perceptions. » La pratique de la pleine conscience nous aide à voir que nos perceptions demandent beaucoup d'attention. Nous ne devons pas croire que nos perceptions sont correctes à 100% tout le temps. C'est quoi une perception? Une perception, c'est l'habitude de ramener les choses du passé. Ce sont nos afflictions du passé, nos traumas du passé. Et je pense que c'est un très bon exemple de nos perceptions. Comment ramenons-nous notre passé, nos souvenirs? Il y a une de nos sœurs qui a beaucoup de curiosité. Elle aime beaucoup poser beaucoup de questions par rapport à la pratique, la vie dans la communauté, beaucoup de choses. Et bien sûr, elle attend aussi des réponses à ces questions, mais elle n'a pas toujours des réponses. Et un jour, c'était une journée de paresse et nous avons fait une longue marche pendant 2 heures. Et ça faisait déjà plusieurs semaines que régulièrement nous marchions ensemble, mais cette semaine-là, elle n'est pas venue. Et nous sommes tous demandés, mais où est-elle? Et tout le monde a dit, ah, mais elle aime bien être seule. Directement, je n'ai pas pu croire ce qui sortait de ma bouche, parce que j'ai dit, mais alors elle peut avoir plein d'autres questions. Et mon esprit est encore plus rapide que le Macintosh. Il y a pas moyen d'intégrer, et ça sort tout de suite de la bouche. Parce que mon esprit associait directement la sœur avec des questions. Et tout de suite, je me suis dit, ah ben non, elle est toute seule, alors elle peut penser à 36 autres questions qu'elle va poser. Et dès que j'ai prononcé ces paroles, je me suis dit, ouh, c'est pas la parole juste, parce que la façon dont je parlais
allait influencer les perceptions de toutes les autres personnes à son sujet. Et c'est pas correct. Et donc, quand nous avons des perceptions dont nous ne sommes pas conscients et que nous mettons en mots, nous pouvons très facilement influencer les autres personnes avec nos perceptions. Donc le premier aspect de la parole juste, c'est le fait de dire la vérité. Et nous devons toujours vérifier nos perceptions, même si nous croyons vraiment que c'est la vérité. Et nos entraînements à la pleine conscience nous offrent une très claire guidance par rapport à la parole aimante, la parole juste. Si nous voyons le lien entre la parole juste et nous voyons directement que les pratiques quotidiennes nous aident à vraiment développer la pratique pour pouvoir parler de choses difficiles, par exemple, dont nous souffrons, ou des conflits, ou toute autre chose que nous souhaitons aborder, parce que c'est une façon de construire la Sangha, de bâtir la Sangha. Et la plupart du temps, nous avons l'habitude de nous plaindre. Dès que les choses sont difficiles, nous nous plaignons quand elles ne se déroulent pas comme nous voudrions qu'elles se passent. Nous nous plaignons. Et la deuxième façon de parler au départ de nos perceptions par rapport à quelqu'un d'autre, c'est le risque d'influencer d'autres personnes. Ça peut arriver chaque jour. Parfois, certaines personnes parlent d'une telle façon qu'ils mettent des mots dans ma bouche et plus tard, je vais les prononcer, ces mots-là. Et donc, si j'écoute sans pleine conscience, ça rentre dans ma conscience et ça ressort plus tard. Donc, quand nous faisons la marche méditative, ce qui peut vraiment nous aider, c'est de nous entraîner avec chaque pas à être conscient de notre corps. Quand nous mangeons au repas formel, en silence total, nous pouvons entendre le son des cuillères, des bols, la mastication. Tout ça, ce sont les sons qui nous aident à être pleinement présents dans notre corps, conscients de notre corps et de notre esprit, de façon à ne pas penser et mâcher en même temps. Dans le silence, nous pouvons entendre tous ces discours intérieurs. Nous mangeons et nous pensons en même temps. Et donc le repas formel ou les repas en silence sont une pratique très très puissante qui nous aide à nous guérir et à revenir et nous écouter. Si nous pratiquons chaque jour de cette façon-là, nous pouvons toujours vérifier nos perceptions quand nous voulons parler de certaines choses. Le matin, quand nous nous réveillons, avant l'assise méditative, nous avons beaucoup de gatha avec lesquels nous pouvons pratiquer, qui nous invitent à être en pleine conscience des mouvements de notre corps. Et la première chose que nous faisons quand nous allons dans la salle de bain, nous brosser les dents, nous avons un gatha pour nous brosser les dents. La sœur le prononce en vietnamien. Quand nous nous brossons les dents, nous lavons notre karma des pensées, paroles et actions. Si nous avons une haleine très fraîche, alors nous pouvons parler de façon belle. Et la fleur des paroles justes peuvent éclore au départ de notre bouche. Ça, c'est le premier rappel de notre vie, de notre journée. C'est nous rappeler de pratiquer la parole juste
Le deuxième rappel, c'est quand nous nous asseyons dans la grande salle de méditation avec la Sangha, une sœur chante et nous répondons à Namya Namo Shakyamunaye Buddhaya. Nous répétons les paroles après elle. Et ça nous offre le deuxième rappel de la matinée, de nous rappeler à pratiquer la parole juste. Parce que quand nous invoquons le Bouddha, nous invoquons aussi toutes ses qualités de parole juste. C'est un autre rappel de la journée. Très tôt le matin, nous avons déjà ces rappels pour nous inviter à parler de façon consciente. Et nous avons ainsi différents gathas qui égrènent notre journée. Donc si nous voulons parler en vérité, et parfois la vérité peut être blessante et difficile pour les autres à recevoir. Et donc nous devons trouver des façons de parler et nous devons trouver la façon de pouvoir bâtir notre famille, notre Sangha. Et ça se fait à travers les paroles justes. Quand nous avons des désaccords, des conflits ou des opinions différentes, la meilleure façon est de pouvoir présenter les choses de façon à ce que chacun puisse exprimer ses perceptions, ses opinions, plutôt que de se plaindre d'une autre personne ou auprès d'une autre personne ou d'influencer d'autres personnes par notre perception. Ce n'est pas ainsi que nous pouvons construire de belles relations au sein de notre famille, communauté ou Sangha. À chaque retraite d'été, il y a de très nombreuses familles qui viennent pratiquer avec nous. Et dans nos partages du Dharma, il y a aussi des couples qui pratiquent. Et souvent, en fait presque toujours, les femmes partagent qu'elles aspirent à pratiquer la parole aimante, la parole juste, et les hommes s'engagent à pratiquer l'écoute profonde. Il y a toujours cette aspiration-là, et parler de façon juste et avoir la capacité à écouter. Et cette écoute vient de la pleine conscience. Même si nous avons de très bonnes intentions, si notre pleine conscience n'est pas suffisamment solide, il est certain que nos habitudes d'énergie vont parler à notre place. Nos énergies d'habitude. Et Thay avait cette capacité, ce pouvoir de parler avec bonté et ce pouvoir d'écouter profondément. Et nous savions, cela nous permettait, ce pouvoir d'écouter nous donnait aussi la capacité de parler de façon très consciente. J'ai aussi mon pouvoir. Je pense que chacune a son pouvoir. Mon pouvoir, c'est... Je pense que vous savez, peut-être que nous avons tous le même parole, c'est le même pouvoir, c'est celui de suivre nos énergies d'habitude. C'est très puissant. Très souvent, je m'aperçois que je parle au mauvais moment, aux mauvaises personnes, et ça n'aide pas à résoudre les conflits. Et puis maintenant, on peut vraiment voir à quoi sert une journée de pleine conscience. Ça couvre tous les aspects de notre vie quotidienne. Si nous voulons rentrer et sauver notre mariage, nos relations, ça commence ici même, avec chaque pas durant notre marche méditative, parce que c'est ici, avec toutes ces conditions favorables, que nous pouvons nous améliorer. Si nous ne le faisons pas ici, comment ferons-nous chez nous? Et même si je vis parmi cette communauté, ça m'arrive encore de parler au mauvais moment et mes perceptions ne sont pas encore justes. Notre sœur rit parce qu'elle a dit erroné. Pardon. Et je me souviens qu'une fois, une de nos sœurs a cuisiné une grande marmite de soupe avec beaucoup d'amour. Et quand j'ai mangé cette soupe, elle m'a demandé « Est-ce que c'est bon ?» Et puis, j'ai répondu « So-so, coussi-coussa ». Ça, c'est la réponse de ma mère. Je savais que ma sœur attendait un compliment, mais je voulais qu'elle travaille un petit peu cet aspect-là. Alors,
ma mère aurait dit comme ci, comme ça. Et alors, 10 secondes plus tard, elle m'a regardée et elle m'a dit, c'est pas si difficile de dire que la soupe est bonne. Et donc, j'ai eu un très bon enseignement à ce moment-là. Le deuxième type de parole, c'est le fait que nous ne sommes pas cohérents dans notre façon de parler. Parfois, nous parlons d'une certaine façon aux personnes, mais derrière leur dos, nous parlons différemment. C'est le double langage. Et comme nous le savons, la parole, c'est la signature de notre continuation. C'est une façon, c'est un mode d'action qui revient vers nous. Et puis, nous voyons vraiment que c'est notre habitude, c'est peut-être la façon dont nous devons entrer en compétition avec d'autres personnes pour être promus, pour être le meilleur, le préféré, pour être accepté. Et finalement, à la longue, ça va devenir une habitude. Et c'est peut-être une graine innée avec laquelle nous sommes nés. Et sans la pleine conscience, il n'y a pas moyen de reconnaître ce schéma de pensée. Et bien sûr, parfois, si nous voulons parler en vérité, nous ne pouvons pas y arriver en une seule fois. Parfois, nous devons chercher plusieurs façons. Mais bien souvent, je pense que dans notre vie, nous pouvons faire l'expérience de cette façon de parler, qu'il s'agisse de nous ou d'autres personnes. Et donc, il est vraiment aidant d'avoir des entraînements. Là, par exemple, les 5 entraînements, le 4e entraînement, la pleine conscience, ou les entraînements des monastiques qui nous disent de ne pas parler d'une personne tierce si cette personne n'est pas présente. Et ça, c'est très aidant. Bien sûr, nous oublions souvent, nous le faisons parfois encore. Mais l'entraînement est là pour nous aider à être conscients de nos intentions et nos perceptions. Et le troisième type de parole, c'est l'exagération. Donc parfois nous sommes énervés ou déçus à propos de quelque chose, ou déçus par exemple par rapport à la nourriture, ou différentes choses de notre vie, des choses que nous n'aimons pas. Certains d'entre nous ont la tendance à le dire directement et à l'exagérer et le rendre hors proportion, et on a l'impression alors que c'est beaucoup plus important. Si nous sommes énervés sur quelque chose, nous exprimons parfois que nous sommes furieux, nous sommes en rage, et quand certaines personnes nous entendent parler, ils prennent ça pour quelque chose de très sérieux et très important. La façon dont nous l'exprimons donne cette perception. Et nous avons parfois des perceptions complètement... ce genre de perception des situations. Et c'est aussi une habitude. Parfois, nous devons survivre, alors nous exagérons les choses. Et parfois, nous voulons impressionner les gens. Ou d'autres fois, nous avons peur. Nous avons peur de montrer nos faiblesses. Nous avons peur que d'autres personnes les voient. Et il y a beaucoup de motivation autour de cette habitude. Le 4e type de parole, c'est les paroles dures. C'est parfois très difficile d'entendre des paroles dures comme l'accusation, la critique.
Je me souviens d'un jour au hameau du Bas, il y a de nombreuses années, j'étais une jeune ordonnée. Il y avait le téléphone dans la salle à manger. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais à l'époque, il était dans la salle à manger. Et comme nous n'avions pas des personnes pour répondre au téléphone en permanence, nous savions qu'au moment des repas, les personnes savaient qu'au moment des repas, le téléphone pourrait être décroché. Nous n'avions pas suffisamment de personnes dans la communauté pour désigner une personne à côté du téléphone. Et donc, c'était souvent durant les repas que nous répondions au téléphone. Et donc, un jour, il a sonné et je me suis rendue près du téléphone, j'ai décroché et j'ai répondu très brièvement. Et puis, j'ai raccroché pour pouvoir continuer mon repas. Et quelques minutes plus tard, le téléphone s'est remis à sonner et quelqu'un d'autre a décroché. Et il y a eu une conversation qui s'est prolongée. Et après le repas, la sœur qui avait décroché le téléphone est venue me voir. Et elle a partagé ce qui s'était produit pendant la conversation. Et à la fin, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, la personne qui appelait a dit que la première personne qui a décroché le téléphone avait eu des mots très durs. Et je pense que c'est vraiment la toute première fois que j'ai reconnu cette tendance et cette habitude en moi. J'avais aucune conscience du fait que les mots peuvent vraiment affecter à ce point les autres personnes. Et bien sûr, j'ai mené toute ma vie de cette façon-là, en dehors du monastère. Je n'avais pas cette conscience que le choix des mots et le ton de la voix étaient si importants. Peut-être que mes mots donnaient l'impression que j'avais pas envie de parler au téléphone. Et donc c'est pour ça que cette personne a dit que mes mots étaient très durs. Et donc aujourd'hui, si nous allons marcher près des serres où les sœurs font pousser les légumes, vous verrez qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes, des mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, c'est pas vraiment ça que nous recherchons. Nous ne devons pas en prendre soin. Elles grandissent par elles-mêmes. Et si nous voulons faire grandir des fleurs, planter des fleurs, des légumes, nous devons y mettre de l'effort, nous devons mettre des fertilisants dans le sol, dans la terre, nous devons mettre du compost. Et donc faire pousser une fleur ou un légume demande de l'effort et une intention. Et donc la conscience, la parole juste, la parole consciente, c'est comme la fleur. Et les paroles négatives, dures, c'est comme les mauvaises herbes. Ce sont nos habitudes et elles grandissent, juste comme ça. Et si nous voulons parler en pleine conscience, avec bonté, gentillesse et amour, nous devons faire un effort, nous devons nous entraîner. Et on peut voir à quel point Thay a insisté sur la pleine conscience au quotidien. Il n'a pas souligné l'importance de s'asseoir 2 heures, 3 heures, mais il insistait sur la pleine conscience au quotidien, être conscient de nous-mêmes. Et donc quand nous parlons, nous apprenons à être très conscients de nos mots, de nos intentions. Si nous pratiquons la parole juste, alors cela engendrera la paix, la réconciliation dans notre famille, notre communauté. Nous pouvons aussi initier une guerre au départ des mots. Et Thay nous a montré ce pouvoir de choisir les mots, ce pouvoir qu'il avait de choisir les mots. Les mots peuvent nous élever, mais peuvent aussi nous rabaisser. Et des personnes qui ont la vision profonde et la compassion peuvent vraiment parler avec des mots qui vont élever des millions de personnes. Et c'est le propre de certains leaders. Mais des leaders qui ont l'esprit étroit peuvent créer la division, la haine, la discrimination. Et nous voyons cela dans notre société. Et donc le 4e entraînement,
est très très précieux pour nous guider dans notre vie quotidienne, pour ramener la paix dans notre famille, notre communauté, ou à l'inverse créer la division et la haine. Cela dépend vraiment de notre parole. Aujourd'hui, nous avons parlé aussi de l'action. Nous pouvons parler aussi de l'action juste dans le noble sentier octuple. La parole juste vient de la pensée juste et l'action juste vient aussi de la pensée juste. Quand on parle d'action, on parle des mouvements du corps, des actions du corps. Donc les 5 entraînements à la pleine conscience nous guident. Et beaucoup d'entre eux parlent de l'action. Le premier entraînement, c'est le respect de la vie. Le deuxième entraînement parle de la générosité. Ne pas exploiter d'autres personnes. Nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui pour détailler chaque entraînement, mais nous pouvons juste identifier certains éléments importants. Le troisième entraînement concerne l'engagement. Et s'engager à ne pas avoir de conduite sexuelle inappropriée. Le 5e entraînement parle de la consommation, de la façon dont nous consommons. Notre consommation peut épuiser nos ressources naturelles et priver d'autres personnes de vivre leur vie. Chaque entraînement est extrêmement riche. Chaque entraînement pourrait nécessiter un enseignement complet. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'aller en détail, mais l'action juste, c'est l'action qui nous aide à être conscients de notre volition, notre intention pour vivre notre vie, apporter notre contribution dans la protection de l'environnement et dans la protection des ressources naturelles, de façon à pouvoir voir à quel point tout est lié, voir que nous ne sommes pas séparés, nous ne sommes pas un soi séparé, que nos actions influent d'autres personnes. Nous devons, quand la guerre en Ukraine a éclaté, nous pensions que ce n'était pas ici, ce n'est pas en France, mais en fait ça affecte chaque petit aspect de notre vie. Et donc, nos actions ne sont pas des actions individuelles, mais elles ont un effet sur la communauté, la société et le monde entier. Les actions de notre corps consistent en trois formes d'action: penser, parler et faire. Et nous voyons à quel point la pleine conscience est essentielle pour nos actions du quotidien. Sans pleine conscience, nous pouvons créer et générer de nombreuses actions négatives, des paroles négatives et avoir un impact négatif sur la terre et sur la société. Pratiquer l'action juste est aidé par les entraînements. Nous pouvons au quotidien pratiquer la consommation consciente. Et si nous voulons travailler la générosité ou cesser d'investir dans des sociétés qui privent les autres personnes de ressources, nous avons le deuxième entraînement. Et pour protéger la vie, nous avons le premier entraînement. Pour construire des relations aimantes, nous avons le troisième entraînement. Et donc nous avons une boussole qui nous guide dans notre vie quotidienne, de façon à réduire
notre impact négatif, notre karma négatif. Et petit à petit, nous pouvons transformer nos actions négatives en actions très belles. Et bien souvent, quand nous entendons parler des actions justes, nous imaginons qu'il s'agit d'actions justes pour le monde, la société, des manifestations parfois. Et tout le travail de bénévole, de volontaire que nous faisons dans le monde. Mais en fait, l'action juste commence par nous-mêmes, notre façon de vivre, notre façon de consommer, notre façon de penser, d'agir. Nous avons parlé récemment des moyens d'existence justes. Il y a de nombreuses années, quand je vivais au monastère de Deer Park aux États-Unis, il y avait des retraitants laïcs qui venaient parfois juste pour le week-end ou pour une semaine ou pour un mois ou davantage. Et un jour, nous avons eu un homme d'affaires qui est venu pour une semaine. Il nous a observés très bien pendant toute la semaine. Et le dernier jour, avant son départ, il s'est exprimé et il a dit « Maintenant, je sais. Vous êtes les gardiens. Vous êtes les hôteliers. Vous êtes un peu les hôteliers parce qu'en fait, vous nous accueillez, vous prenez soin de l'accueil et de notre logement. Vous êtes un peu les aubergistes. » Et j'ai dit, si vous voulez, je peux investir et améliorer votre logement de 3 étoiles. Vos facilités d'hébergement de 3 étoiles. Et il pensait que il fallait élever le standard pour accueillir les gens. Et quand je l'ai entendu dire que j'étais un peu l'aubergiste, j'ai réfléchi là-dessus. Parce qu'en fait, je ne me suis jamais vécue comme étant une aubergiste. Mais je dois dire qu'en fait, j'ai énormément de chance de pouvoir vivre ma vie sans devoir voler, mentir, sans devoir prendre des choses qui ne m'appartiennent pas et qui appartiennent à d'autres. Chaque jour, je peux vivre en accord avec ma nature, mes valeurs, la nature autour, et cultiver tout ce qui est sain en moi, de façon à me transformer et de façon à apporter ma petite contribution à la bonté de la société. Nous faisons le choix de vivre de façon pauvre, de façon à avoir du temps pour cultiver de nombreuses beautés intérieures en nous. Thay avait l'habitude de dire que quand vous vous engagez dans l'université du village des pruniers, vous vous engagez dans l'université de la paix. Parce que c'est comme ça, c'est là qu'on apprend à cultiver la paix et à être en paix avec soi-même et avec les autres. Et donc, si vous vous engagez dans cette université de la paix, vous pouvez vous engager pour 5 ans, et puis certains d'entre nous, après 5 ans, ils prolongent pour la vie entière. Juste pour vous dire qu'il y a cette possibilité. Mais beaucoup d'entre nous, parfois, n'ont pas cette chance. Beaucoup de personnes n'ont pas cette chance, n'ont pas cette possibilité de vivre, de faire le choix de vivre de façon simple. Mais le coût de la vie augmente sans arrêt et nous n'avons pas nécessairement assez à manger. Et donc, il faut travailler dur pour pouvoir nouer les deux bouts. Et parfois, certaines personnes doivent travailler dans des grosses entreprises qui ne sont pas en accord avec le respect des êtres humains et qui, de façon indirecte, participent
au processus d'exploitation des autres personnes, des autres nations, au bénéfice de la des sociétés, des business, et pour pouvoir satisfaire nos propres désirs ou pour notre croissance personnelle. Pouvoir grandir sur ce chemin de contribution saine au monde, c'est une grande chance. Beaucoup de personnes souffrent en raison du stress, de la pression, de la compétition. Et par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de travail intéressant, nous devons entrer en compétition les uns avec les autres, nous devons mentir, nous devons apprendre à être supérieurs aux autres. Mais nous savons aussi que nous pouvons vivre notre vie de façon simple et en même temps soutenir la vie d'innombrables autres personnes pour qu'ils puissent aussi vivre leur vie. Un tout petit acte au quotidien peut influer sur des milliers de personnes. Et nous sommes au confort, bien souvent nous sommes au confort chez nous et nous demandons à ce qu'on nous livre de la nourriture. Mais les personnes qui nous livrent la nourriture n'ont peut-être même pas assez elles-mêmes pour manger 3 fois par jour. Ou bien nous mangeons de la nourriture que nous importons d'autres pays. Et les personnes qui font grandir, qui cultivent cette nourriture n'ont peut-être pas eux-mêmes assez à manger. Et donc nous avons un énorme impact possible sur la terre et sur la société, sur le monde. Et c'est pour cela que nous avons absolument besoin de l'énergie collective, de l'éveil, de façon à être très conscient des conditions de la société et du monde actuel. En temps de guerre, des millions de personnes souffrent de la faim chaque jour. Et cette conscience nous permet de vivre notre vie très simplement en nous satisfaisant de ce que nous avons. Et nous ne perdons rien. Nous avons tous un compte Facebook. Oui. Martha Gutenberg a dit quelque chose de très très important. Elle nous a dit que le défi de notre génération est de créer un monde où chacun, chacune a un but dans sa vie. Donc si vous n'avez pas un but dans votre vie, si vous n'avez pas encore un but dans votre vie, ce n'est pas trop tard. Parce que grâce à l'énergie de la Sangha, vous pouvez trouver votre aspiration, votre but. Parce que quand nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Et nous pouvons avoir une meilleure direction, nous pouvons avoir une meilleure perception de là où nous voulons aller. Et là où nous voudrions que nos enfants et nos petits-enfants soient. C'est vraiment une grande chance de connaître notre vocation. Et nous avons besoin de beaucoup de rappels de la communauté pour pouvoir rester sur le chemin et ne pas nous perdre. Et quelle que soit notre vocation, que ce soit une petite ou une grande, ça commence toujours par nous-mêmes. Quelle est notre volition ? Nos volitions, c'est aussi une nourriture. Nous avons beaucoup de sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Beaucoup de sujets dont nous pouvons, au sujet desquels nous pouvons échanger dans nos partages du Dharma. Je vous souhaite une très belle et très sereine, paisible marche méditative. Merci.